Aristote, la vérité se trouve dans le monde qui nous entoure. Né en 384 avant Jésus-Christ à Stagyre, actuel Stavros en Macédoine, Aristote est le fils du médecin du roi Amyntas II de Macédoine. À ce titre, il reçoit une éducation aristocratique. Il suit l'enseignement de Platon à l'Académie entre 17 et 20 ans. À la mort de Platon, il quitte Athènes pour Atarnée, où il poursuit ses recherches en sciences naturelles et commence à observer le monde naturel. En 343, il rentre en Macédoine, appelé par le roi Philippe II de Macédoine, pour devenir 2 ou 3 ans durant le précepteur du prince héritier, le futur Alexandre le Grand. En 335, de retour à Athènes, il ouvre le lycée, une école rivale de celle de Platon. C'est là qu'il rédige la plupart de ses écrits philosophiques. Après la mort d'Alexandre en 323, le climat hostile aux Macédoniens le pousse à gagner Chalcis, la ville de sa mère dans l'île de Bé où il décède en 322. Aristote était un élève studieux et il ne fait aucun doute qu'il apprit beaucoup au contact de Platon. Mais sa personnalité était très différente. Alors que Platon était brillant et intuitif, Aristote était appliqué et méthodique. N'ayant pas été désigné contre toute attente pour succéder à Platon, il choisit alors de quitter Athènes pour entreprendre un voyage en Ionie, qui devait s'avérer fécond. Le fait de ne plus enseigner permit à Aristote de s'adonner à sa passion, les sciences naturelles, qui le confortèrent dans son sentiment que la théorie des formes de Platon était fausse. On peut d'ailleurs penser que les objections soulevées par Aristote ont eu quelque influence sur la pensée de Platon. Dans ses derniers dialogues, celui-ci reconnaissait que ses premières théories comportaient quelques failles. Si l'on ne peut rien affirmer à ce sujet, on sait en revanche que Platon connaissait l'argument dit du troisième homme, utilisé par Aristote pour réfuter sa théorie des formes. L'argument est le suivant. S'il y a une idée de ce qui est commun à plusieurs réalités, et si l'idée est une réalité, alors il y aura une idée de ce qui est commun à l'homme sensible et à l'homme idéal, et encore une idée de ce qui est commun à ce troisième homme et aux deux autres, et ainsi de suite à l'infini. Les objections à la théorie des formes qu'Aristote devait formuler par la suite sont plus simples et plus directement liées à ses études de la nature. Il réalisa qu'il était tout bonnement inutile de postuler l'existence d'un hypothétique monde des formes, puisque la réalité des choses se donne à voir dans ce monde-ci, qu'elle est présente en tout objet. Sans doute parce qu'il était fils de médecin, l'intérêt scientifique d'Aristote se focalisait surtout sur ce que nous nommons aujourd'hui la biologie, alors que Platon était mathématicien avant tout, ce qui nous aide à comprendre la différence d'approche entre les deux hommes. Les mathématiques, la géométrie en particulier, traitent de concepts abstraits qui sont très éloignés du monde de tous les jours, tandis que la biologie s'occupe avant tout du monde qui nous entoure et se fonde presque exclusivement sur l'observation. Platon déduisait l'existence d'un monde des formes, de notions comme le cercle parfait qui ne peut exister dans la nature. Mais Aristote a découvert que l'on pouvait mettre en évidence l'existence de constantes en examinant le monde naturel. Ce qu'Aristote a appris de l'étude du monde naturel, c'est qu'en observant les caractéristiques de chaque spécimen d'une espèce animale ou végétale donnée, il pouvait établir un tableau complet de ce qui différenciait cet animal ou cette plante des autres animaux ou des autres plantes, et en déduire ce qui fait ce qu'ils sont. Ses propres études ne faisaient que confirmer ce dont il était déjà convaincu, à savoir que, contrairement à ce que Platon affirme, nous ne naissons pas avec une capacité innée à reconnaître les formes. Ainsi, à chaque fois qu'un enfant croise un chien, il note tout ce que cet animal particulier peut avoir de commun avec les autres chiens, de façon à pouvoir finalement reconnaître les caractéristiques qui font d'un animal un chien. L'enfant a dès lors une idée de la chiennerie ou de ce qu'Aristote appelle la forme d'un chien. Autrement dit, nous apprenons par notre expérience du monde quelles sont les caractéristiques qui font des choses ce qu'elles sont, et le seul moyen de faire l'expérience du monde, c'est l'usage de nos sens. Comme Platon, Aristote cherche à identifier la réalité immuable des choses par-delà le changement incessant qui caractérise le monde.
mais il conclut qu'il est inutile d'aller chercher cette réalité dans un monde des formes qui ne serait perceptible que par l'âme. Elle se trouve dans ce monde qui nous entoure et nous pouvons l'apercevoir avec nos sens. Aristote est convaincu que les choses du monde matériel ne sont pas des reproductions imparfaites de leur forme idéale, mais que la forme essentielle d'une chose est présente dans chaque instance de cette chose. La chiennerie, par exemple, n'est pas seulement une caractéristique commune à tous les chiens, elle est partie intrinsèque de chaque chien et de tous les chiens. Ce qui est vrai pour les objets de la nature, raisonne Aristote, l'est également pour les concepts relatifs aux êtres humains. Des notions comme la vertu, la justice, la beauté ou le bien doivent être envisagées exactement de la même façon. Lorsque nous naissons, estime-t-il, nos esprits sont comme des tablettes vierges. Toutes les idées que nous pouvons acquérir nous viennent de nos sens. À la naissance, nous n'avons aucune idée innée, aucune notion du bien ou du mal. Cependant, tout au long de notre existence, nous sommes confrontés à des manifestations de la justice. Nous apprenons à reconnaître les caractéristiques que ces manifestations ont en commun, et c'est ainsi que peu à peu, nous construisons et nous affinons notre compréhension de ce qu'est la justice. Aristote s'oppose ainsi à Platon non pas parce qu'il nie l'existence de qualités universelles, mais lorsqu'il s'interroge à la fois sur leur nature et sur la façon dont nous parvenons à les connaître. Cette divergence d'opinion sur la façon dont on peut parvenir aux vérités universelles a par la suite divisé la philosophie en deux camps opposés. D'un côté, les rationalistes, comme Descartes, Kant ou Leibniz, qui croient à la connaissance a priori, au savoir inné. De l'autre, les tenants de l'empirisme, dont John Locke, Georges Berkeley ou David Hume, pour qui toute connaissance provient de l'expérience. La façon dont Platon et Aristote élaborent leurs théories est très révélatrice de leurs personnalités respectives. La théorie de Platon s'élève à des hauteurs grandioses, et pour l'exposer, il a imaginé des dialogues pleins de verve entre Socrate et ses contemporains. La théorie d'Aristote est beaucoup plus terre-à-terre, et il écrit de façon plus prosaïque, sans effet littéraire. Aristote était si convaincu que la vérité du monde était à rechercher dans le monde lui-même, et non dans quelque dimension supérieure, qu'il entreprit d'inventorier les espèces de plantes et d'animaux, et de les classer en fonction de leurs caractéristiques. Pour effectuer cette classification, il a élaboré un système hiérarchisé remarquablement conçu, qui constitue la base de la taxonomie que nous utilisons encore aujourd'hui. Tout d'abord, il divise le monde naturel en deux domaines, le vivant et le non-vivant. S'intéressant surtout au domaine du vivant, il le divise en deux catégories, le végétal et l'animal, mettant ainsi en pratique le même mode de pensée qui sous-tend sa théorie des qualités universelles. Nous savons distinguer, presque sans réfléchir, une plante d'un animal. Mais comment savons-nous faire cette distinction ? Pour Aristote, la réponse réside dans les caractéristiques communes aux objets de chacune de ces catégories. Toutes les plantes ont en commun la forme plante, et tous les animaux ont en commun la forme animale. Et dès lors que nous comprenons la nature de ces formes, nous sommes capables de les reconnaître dans toutes leurs occurrences et dans chacune d'entre elles. Plus Aristote subdivise le monde du vivant, plus le fait devient apparent. Pour dire qu'un animal appartient à la catégorie poisson, par exemple, nous devons savoir reconnaître ce qui fait qu'un poisson est un poisson. Et là encore, ceci est connaissable par le biais de l'expérience et ne nécessite aucun savoir inné. En établissant sa classification des objets de la nature, Aristote fait un autre constat. La forme d'une créature ne se limite pas à ses seules caractéristiques physiques. Elle englobe également la façon dont elle se comporte, ce qui pour Aristote a des implications éthiques. Pour bien comprendre ce lien avec l'éthique, il faut savoir que pour Aristote, toute chose s'explique par 4 causes qui en rendent compte dans sa totalité. Ces 4 causes sont la cause matérielle, ce dont la chose est constituée, la cause formelle, son organisation, sa forme, la cause efficiente, ce par quoi la chose existe, la cause finale, ce par quoi la chose existe, sa fonction, ce pourquoi la chose existe.
C'est cette dernière cause, la cause finale, qui renvoie à l'éthique, à un sujet qui pour Aristote n'est pas séparé de la science, mais constitue plutôt un prolongement logique de la biologie. Aristote donne l'exemple de l'œil. La cause finale de l'œil, sa fonction, c'est de voir. Cette fonction est le but, le télos de l'œil. Télos est le mot grec qui a donné le mot téléologie, l'étude des finalités. La démarche téléologique consiste à expliquer un phénomène à partir de son but, de sa fonction. Or, connaître la finalité d'une chose permet aussi de déterminer si telle ou telle chose particulière est bonne ou mauvaise. Ainsi, le bon œil est l'œil qui voit bien. Dans le cas des humains, une bonne vie est par conséquent une vie dans laquelle nous accomplissons notre finalité, dans laquelle nous faisons usage de toutes les caractéristiques qui font de nous des humains à part entière. Un homme peut être considéré comme bon s'il met à profit tout ce dont il a été pourvu à sa naissance, et il ne peut être heureux qu'en usant de toutes ses capacités à parvenir à la vertu, dont la forme la plus haute pour Aristote est la sagesse. Ce qui nous ramène à la question de savoir comment nous pouvons reconnaître cette chose que nous nommons la vertu, et Aristote répond là encore par l'observation. Pour établir sa classification des choses de la nature, Aristote utilise une formule logique systématique qu'il applique à tout spécimen pour déterminer s'il appartient ou non à telle ou telle catégorie. Par exemple, l'une des caractéristiques communes à tous les reptiles, c'est qu'ils ont le sang froid. Si par conséquent tel animal a le sang chaud, il ne peut être un reptile. Aristote a formalisé ce mode de raisonnement logique constitué de deux propositions ou prémices conduisant à une conclusion sous la forme si tous les A sont des X et si B est un A, alors B est un X. C'est ce qu'on appelle un syllogisme. Le syllogisme est bien plus qu'un simple sous-produit de la classification systématique des objets de la nature à laquelle procède Aristote. En recourant au raisonnement analytique sous la forme de la logique, il a réalisé que la puissance de la raison était quelque chose qui ne procédait pas des sens, et que par conséquent, elle constituait une caractéristique innée. Si nous ne possédons pas d'idée innée, en revanche, nous possédons cette faculté innée, qui nous est nécessaire pour pouvoir apprendre de l'expérience. En rapportant cette donnée dans son système de classification hiérarchisée, Aristote constate que cette faculté innée de la raison est ce qui nous distingue de toutes les autres créatures vivantes et nous place au sommet de cette hiérarchie. L'ampleur de la pensée d'Aristote et la façon révolutionnaire dont il a retourné la théorie des idées de Platon auraient dû assurer à sa philosophie un retentissement bien plus important que celui qu'elle eut de son vivant même. Non pas que son œuvre fût exempte de tout reproche, sa géographie et son astronomie étaient complètement erronées, son éthique admettait l'esclavage et faisait des femmes des êtres inférieurs. Sa logique demeurait incomplète au regard des critères modernes. Toutefois, dans ce qu'elle a de fondé, la théorie d'Aristote a constitué une révolution dans la philosophie comme dans la science. Mais Aristote a vécu à la fin d'une époque. Alexandre le Grand, qui fut son élève, mourut peu de temps avant lui. Sa mort marque le début de la période hellénistique qui vit le déclin de l'influence athénienne. Devenue la puissance dominante en Méditerranée, Rome adopta la philosophie des stoïciens. Les écoles rivales de Platon et d'Aristote, l'académie et le lycée qu'Aristote avait fondé à Athènes, continuèrent à exister, mais elles avaient perdu leur ancien prestige. Conséquence de ce déclin, beaucoup des écrits d'Aristote ont été perdus. On estime qu'il a rédigé plusieurs centaines de traités de dialogue pour exposer ses théories, mais il ne nous reste de son œuvre que des fragments. Heureusement pour la postérité, les écrits qui subsistent sont suffisamment nombreux pour donner un aperçu complet de l'ensemble de sa pensée. Avec l'émergence de l'islam au 7e siècle après Jésus-Christ, l'œuvre d'Aristote fut traduite en arabe et se répandit dans tout le monde musulman. Elle devait constituer une référence essentielle pour des penseurs comme Avicenne et Averroès. En Occident, sa logique, traduite en latin par Boès au VIe siècle, est restée pendant longtemps son seul ouvrage accessible. Ce n'est qu'à partir du IXe siècle qu'on entreprit de traduire de l'arabe au latin toute l'œuvre d'Aristote.
C'est également à cette époque que ces écrits ont été rassemblés dans les différents ouvrages que nous connaissons aujourd'hui comme la physique, l'éthique à Nicomaque, l'organon, etc. Au XIIIe siècle, passant outre l'interdiction de l'Église, Thomas d'Aquin intégra la pensée d'Aristote à la philosophie chrétienne de la même façon que saint Augustin l'avait fait pour Platon. Aristote et Platon se retrouvèrent à niveau aux prises. Les écrits d'Aristote sur la logique, rassemblés dans l'Organon, sont demeurés le texte de référence sur la logique jusqu'à l'émergence de la logique mathématique au XIXe siècle. De même, sa classification des êtres vivants a dominé la pensée occidentale tout au long du Moyen Âge sous la forme de la Scala Natura chrétienne, la grande chaîne de la vie, qui décrit toute la création comme une structure hiérarchisée où l'homme occupe la seconde place après Dieu. Et pour les hommes de la Renaissance, la méthode d'observation empirique d'Aristote conservait toute sa valeur. Le débat entre empiristes et rationalistes parvint à son apogée au XVIIe siècle après la publication du Discours de la méthode de René Descartes. Ce dernier, et après lui Leibniz et Kant, optèrent pour la démarche rationaliste. Face à eux, Locke, Berkeley et Hume défendaient le point de vue de l'empirisme. Bien que le débat ait fini par s'apaiser au XIXe siècle, on a assisté à une époque récente à un regain d'intérêt pour la pensée d'Aristote, dont l'importance a été réévaluée. Son éthique en particulier présente un grand intérêt pour les philosophes modernes. Citation : tout ce qui dépend de l'action de la nature est par nature aussi bon qu'il peut l'être. Tous les hommes par nature désirent savoir. Toute action est nécessairement due à l'une de ces 7 causes: le hasard, la nature, la contrainte, l'habitude, le raisonnement, la colère ou l'appétit.